On va maintenant passer à la première table ronde que nous avons intitulée « Penser la logistique urbaine, une nécessité pour la ville décarbonée ». On sent une effervescence aujourd'hui autour de tous ces sujets sur la logistique urbaine décarbonée. Aujourd'hui, si on en parle ici à Montpellier, sachez qu'on en parle aussi à Sète, où se déroule, à l'heure où je vous parle, le dernier comité de pilotage pour la mise en œuvre de la logistique urbaine décarbonée de la ville de Sète. S'interroger sur une logistique urbaine décarbonée, on est tous d'accord, c'est primordial, bien que sans doute moins bien identifié, car plus complexe que certains autres leviers d'action pour une ville plus durable. Il n'empêche que la décarbonation des métropoles ne pourra pas se faire sans penser la logistique urbaine. Eh bien, nous allons penser tous ensemble la logistique urbaine avec cette première table ronde. Et pour échanger sur cette question, je vais appeler à me rejoindre Frédéric Delaval, le président d'Urbi et directeur du programme stratégique de logistique urbaine du groupe La Poste. Venez me rejoindre, Frédéric, je vous en prie. Vous asseoir à côté de moi. Hélène de Solaire, on vient de parler du programme Interlude. Elle est la directrice justement de projet national du programme Interlude et des activités logistiques et transport de marchandises du CEREMA. Venez nous rejoindre, Hélène. Élodie Nourigat, elle est architecte et professeure à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Est-ce que la jeune génération s'intéresse à ces questions? C'est ce que vous allez nous dire. Je vous en prie, rejoignez-nous, Élodie. Et Jean-Louis Pêche, le président d'Actia Group, qui est avec nous en visio. Normalement, il est là, ça fonctionne. Bonjour Jean-Louis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous ne pouviez pas être physiquement présent, mais vous teniez à participer à ces échanges. On vous en remercie. Alors, pour commencer, un petit premier tour de table sur ce que vous mettez, vous, dans cette définition de la logistique urbaine. C'est quoi pour vous la logistique urbaine? On a entendu la définition de La Poste. Donc je ne vais pas vous reposer la question, Frédéric, mais peut-être on peut commencer par vous, Jean-Louis Pêche, président d'Actia Group. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans ces notions de logistique urbaine? Alors, on a un petit problème de son. Est-ce que ça... Attendez, on ne vous entend pas. Alors, c'est peut-être... Comme ça, c'est mieux. Ah, c'est mieux, effectivement. Voilà. Alors, on vous écoute. Je vous en prie. Bonjour à tous. Oui, donc Actia est une société d'innovation et d'électronique embarquée. Donc, nous, on le voit à travers le prisme de nos activités. Donc, pour nous, la logistique urbaine, c'est à la fois le transport des marchandises qu'on adresse à travers une électronique dédiée aux véhicules industriels et au système logistique industriel, mais aussi le transport des passagers, avec une activité très importante dans tout ce qui est les réseaux d'autobus, tout ce qui est le tram, enfin voilà, la micromobilité, donc tout ce qui aussi est autour du transport des personnes dans le monde urbain. Donc c'est une vision extensive à la fois des transports publics, mais aussi de la logistique. Merci pour sa définition, Jean-Louis Pêche. Vous restez évidemment avec nous. Même question à vous, Hélène de Solaire et Élodie Nourigat, même si, quand on aura fini ce tour de table, je pense qu'on aura épuisé. Ça marche, ne vous inquiétez pas, tous les sujets. C'est quoi, pour vous, la logistique urbaine? Alors, je pense que Christelle Savinal a très bien défini la logistique urbaine. C'est vraiment tous les flux qui entrent et qui sortent et qui circulent en ville. Elle revêt effectivement différentes formes. Enfin, on est aussi sur des flux de marchandises, mais on est aussi sur les flux d'informations liés à la gestion de ces marchandises. On l'a vu tout à l'heure, il y a du colis, il y a du vrac, il y a des déchets, il y a même les courses de chaque particulier. Puisqu'en fait, un particulier, quand il va aller faire ses achats et qu'il rentre chez lui, il transporte de la marchandise. Donc ça rentre aussi dans la logistique urbaine. Et donc en fait, en définitive, on observe en milieu urbain, je veux dire, en termes d'enjeux, 20% de circulation liée au flux de marchandises par rapport à tous les flux de circulation en ville, dont 50% sont liés à du B2C finalement, donc soit des achats directs par les ménages, soit par des livraisons auprès des particuliers. 40% à peu près pour les entreprises et les industries en termes de mouvement, nombre de mouvements, et 10% pour tout ce qui va être gestion urbaine, donc chantier de BTP, etc. C'est l'ensemble de la logistique urbaine. Et les architectes, ils en pensent quoi de cette logistique urbaine? C'est quoi pour vous? C'est quelque chose que vous prenez en compte? Alors, oui, tout à fait. Enfin, c'est vraiment un élément essentiel. Alors,
en tant qu'architecte, c'est plutôt en tant qu'urbaniste aussi qu'on intervient. Mais cette question, effectivement, elle est globalisée. C'est vrai que, j'allais dire, pour le commun des mortels, où le premier abord qu'on a, c'est effectivement plutôt du bien à consommer, en fait, qu'on imagine comme étant les flux du bien à consommer. Mais il y a effectivement, comme vous l'avez identifié, tous les autres flux. Et pour la partie bâtiment aussi, la partie chantier, qui devient de plus en plus un questionnement qui se porte, à la fois sur l'approvisionnement et aujourd'hui des méthodes de chantier aussi qui s'adaptent, qui changent pour arriver à minimiser aussi ces gestions et approvisionnement et de déchets, parce que le chantier également génère beaucoup de déchets qu'il faut gérer. Exactement, et on en parlera avec vous et avec la Fédération régionale des travaux publics qui sera représentée sur la prochaine table ronde, justement comment on gère ces chantiers qui sont aussi un élément, un maillon de la logistique urbaine. Alors, Frédéric de Laval, La Poste est un acteur majeur et historique, hein, je le disais tout à l'heure, de la logistique urbaine, n'est pas le seul certes, mais il n'empêche que c'est un acteur majeur. À ce titre, vous réfléchissez déjà depuis très très longtemps à ces questions. Et vous avez mis en place un certain nombre de choses pour une logistique urbaine décarbonée, notamment ici, à Montpellier, où il se passe pas mal de choses, et notamment, et j'aimerais qu'on en parle, de Carreta. Carreta, c'est quoi ? Alors Carreta, c'est... Bonjour à toutes et à tous, pardon. Carreta, c'est une volonté, je dirais, collective, d'essayer de développer des nouveaux moyens de livraison décarbonés, mais qui allie aussi... qui allie les nouvelles technologies afin de se projeter dans ce que pourrait être la livraison dans le futur. Donc bien sûr, la notion de véhicule autonome rentre en compte, mais la notion de véhicule autonome, pardon de le dire, un véhicule autonome n'est rien s'il ne sert pas la population, s'il ne sert pas la personne qui travaille avec. Donc Carreta, c'est un petit robot, voilà. Quand je dis un petit robot, excusez-moi, c'est comme un bel engin. Oui. Voilà. Il n'est pas si petit que ça, il est plutôt efficace. Exactement. L'expérimentation a été lancée en 2019. Alors il y a eu un peu de décalage du fait du Covid et aussi du fait de la... il a fallu modifier la loi pour pouvoir l'espace réglementaire pour pouvoir le permettre. Mais tout le monde s'est, entre guillemets, concentré pour essayer de faire en sorte que ça puisse avoir lieu. Et cette expérimentation, eh bien, elle continue à avoir lieu actuellement avec des acteurs du groupe La Poste, mais aussi un aéropage d'autres acteurs qui ont décidé de tester un petit peu les usages de ce type d'équipement. Alors, Carreta, petite charrette en occitan, je crois, hein, c'est ça que ça veut dire, qui suit donc de manière autonome le postier. Oui. Dans ses déplacements, vous l'avez dit, c'est une expérimentation. Oui, pardon, allez-y. Alors, qui suit, mais l'objectif, c'est qu'il devienne aussi autonome. Voilà. Donc, à terme, il y a plusieurs étapes dans l'apprentissage. Si au début on le suit, petit à petit, on va le laisser libre de circuler dans la ville. Alors pourquoi une transition progressive ? Tout simplement parce que ce n'est pas qu'une question de travailler avec la personne, c'est aussi une question de quelle est la relation que ce type d'équipement, pardon, je la personnalise un peu, oui, mais que ce type de robot peut avoir avec simplement un client à qui on livre un produit. On parle d'acceptabilité sociale et sociétale de ce type d'équipement. Est-ce que ça peut rendre service ? Est-ce que les gens l'apprécient ? Est-ce que les gens, comment les gens le vivent avec lui ? D'accord ? C'est aussi extrêmement important. Mais c'est une expérimentation, vous l'avez dit, donc vous avez un petit peu de recul à ces questions. Vous avez commencé à répondre ? Alors... il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur le sujet, je veux pas obligatoirement. Simplement, le groupe La Poste va continuer à travailler, à tester, parce que au-delà du fait de tester des équipements informatiques, de les intégrer dans la ville, d'avoir une digitalisation de plus en plus profonde, c'est aussi pour nous, entre guillemets, la voiture, il y a un siècle ou plus longtemps, les gens avaient, entre guillemets, ils avaient les chevaux et quand ils ont vu arriver la voiture, il y a eu une gestion de changement à opérer. D'accord ? Et cette gestion de changement, elle ne s'est pas opérée en claquant des doigts en disant on change tout d'un coup. Non, il y a eu une transition. Et en fait, ce genre d'expérimentation, ça sert à aménager des transitions, ça sert à aménager en fait une certaine habitude de vivre avec ce genre d'équipement dans la ville et pour en voir à la fois les bénéfices et les inconvénients. Alors vous expérimentez un tas d'autres choses, on ne va pas
toutes pouvoir en parler. Et on fera réagir d'ailleurs Monsieur Pech tout à l'heure sur l'automatisation et l'autonomisation de ces véhicules dans quelques instants. C'est lui le spécialiste de ces questions, donc j'espère qu'il nous entend bien et qu'il va pouvoir réagir. Sur les expérimentations que vous menez, vous pouvez nous en donner quelques autres ou c'est top secret ? Non, il est tout à fait connu et reconnu que le groupe opère depuis plusieurs années, maintenant, oui, ça fait bientôt 2 ans et demi, des lignes de livraison en drone. Drone volant, pas drone roulant. Ah, alors voilà. Le drone, c'est quand même un sujet de fantasme incroyable. Donc dites-nous tout sur ces drones. Alors pour nous, c'est pas une question de fantasme, c'est un outil industriel, mais c'est un outil industriel qui doit trouver sa place. Est-ce que le drone, dans le futur, va être en capacité de livrer des petits colis dans la ville ? Imaginez les millions de colis qui rentrent dans la ville, imaginez les milliers de drones qui pourraient être utilisés. Nous, le groupe La Poste, sur ce sujet-là, nous avons un doute. Nous pensons que avoir des centaines et des centaines de drones qui circulent au-dessus de votre tête quand vous êtes dans une rue piétonne, il y a un vrai problème d'acceptabilité, mais il y a aussi un problème de sécurité. D'accord ? Parce que il faut de législation en plus aujourd'hui. Et tout à fait. Aujourd'hui, la législation ne le permet pas. Mais projetons-nous. Ça peut être extrêmement compliqué, d'accord ? Et pour l'instant, en tout cas, la technologie ne le permet pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que vous pensez que l'usage d'un équipement pour chaque colis livré a du sens ? Les flux dans la ville ont du sens à être livrés de manière décarbonée s'ils sont massifiés. Si là, vous démassifiez, que vous livrez un par un, je pense que toutes les batteries qu'il y a dans les drones, c'est un élément qui va concourir à la pollution plutôt qu'à concourir à la décarbonation. Et je ne parle pas du bruit, je ne parle pas du télescopage. Puis il y a d'autres problèmes de sécurité, c'est qu'est-ce qu'il y a dans un drone. Bon, voilà, d'accord. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, le drone, on peut l'imaginer pour beaucoup d'autres choses. Et je crois que la communauté européenne, on en parlait avec Christelle tout à l'heure, commence à imaginer l'usage du drone volant pour la desserte ilienne, la desserte des zones isolées, la desserte urgente, la surveillance. On le voit dans les forêts, par exemple, cet été. Et là, on voit tout l'avantage du drone. Alors, ce n'est pas les drones, excusez-moi, pour les enfants. Pardon de dire ça, parce qu'en fait, ce qui est le plus commun, c'est ces petits appareils que nos enfants utilisent. Nous aussi, on est des grands enfants. Mais c'est plutôt des drones lourds qui transportent 300-400 kilos. Parce que quand vous avez un village qui est bloqué par la neige, il faut alimenter la population. Et donc, dans ces cas-là, ce drone a tout son intérêt de pouvoir faire cette desserte. Alors, vous allez me dire, oui, mais avant, on utilisait l'hélicoptère, d'accord ? Oui, sauf que les besoins de la population, ils évoluent. Sauf que là, vous pouvez avoir des urgences qui sont opérées beaucoup plus rapidement. Vous avez une base de départ, le drone, de manière automatique, va livrer et revient sans sans intervention humaine. Et là, quand vous en avez besoin, vous allez chercher vos marchandises. On peut penser aux urgences médicales, on peut penser aux îles. Il faut les approvisionner quand elles sont, quand il y a du mauvais temps. Il y a tous ces éléments-là qui font que le drone va prendre sa place. Et puis, on peut aussi penser que le drone peut servir d'agent de livraison. Imaginez un camion sur l'autoroute qui circule avec des quantités de produits à livrer, quelles qu'elles soient, et que ce drone puisse se... On va changer votre micro parce qu'il crépite et sincèrement, c'est pas très agréable pour les gens qui vous écoutent. Ah, d'accord. Okay. Merci. Imaginez un drone qui soit sur le toit d'un camion. Ce camion circule sur une autoroute. Et plutôt que d'arrêter le camion, le faire entrer dans la ville, le faire le ressortir pour qu'il livre, ça peut être un drone qui décolle du camion, qui va livrer, qui revient quelques kilomètres plus loin sur le camion et qui continue sa livraison. Et là, en fait, on rentre dans une logique un peu plus d'utilité et de décarbonation du drone parce que, en fait, on évite que le camion s'arrête partout, on évite les étapes, on évite les ruptures de charge et on évite aussi la pollution, bien sûr, et l'encombrement dans les villes. Donc, voilà à quoi sert le drone. En fait, le drone, il doit être au service de la mobilité de la marchandise et le service des populations, plutôt qu'être un jouet ou un fantasme. Alors, moi, j'aimerais quand même bien qu'on entende Jean-Louis Pech, s'il nous entend, et que vous puissiez éventuellement échanger tous les deux. On a entendu de la part de Monsieur de Laval quelques expérimentations menées par la Poste. On a parlé donc de Carreta, ce petit véhicule autonome qui suit donc pour l'instant les postiers. On a parlé des drones. Les véhicules de demain dans une ville décarbonée pour une logistique urbaine décarbonée, ça sera quoi, Monsieur Pech ? Ça sera sans doute différentes choses.
des choses à la fois très simples, hein, encore une fois, le développement de la micromobilité, des vélos cargo, de choses aujourd'hui qui permettent d'utiliser le juste véhicule pour le juste transport en minimisant l'impact, le footprint environnemental du déplacement. Je pense qu'on verra ce genre de choses. On verra aussi peut-être dans un deuxième temps davantage de robots, parce que comme ça a été expliqué aujourd'hui, l'électronique embarquée permet d'avoir des puissances de calcul embarquées qui permettent de rajouter des capteurs, et avec ces capteurs et l'intelligence artificielle, on arrive à avoir des systèmes aujourd'hui assez autonomes et finalement dont le coût d'exploitation peut être intéressant au regard de ce système. Donc il y aura ces choses-là, mais il y aura sans doute ces choses-là au regard aussi du prisme, encore une fois, de l'efficacité environnementale. Donc il faut, comme ça a été expliqué, il faut être attentif à ne pas se laisser emporter par une appétence technologique qui conduirait finalement à des contre-performances sur le plan à la fois de l'efficience et de l'impact environnemental. Donc aujourd'hui, il y a une grande diversité disponible sur le plan technologique, tant au niveau des vecteurs de transport, encore une fois, dû à l'évolution de l'électronique embarquée, mais aussi par la digitalisation, la data et la capacité à optimiser les systèmes. Parce que c'est une des innovations importantes aujourd'hui, où on sait caractériser les flux, on sait optimiser les déplacements, et donc le coût énergétique et le coût environnemental de tous ces déplacements, pour avoir encore une fois le coût minimum. Alors quand je dis coût, c'est le coût environnemental, le coût énergétique, le coût économique le plus faible possible, et rechercher une efficience maximale pour ça. Et ça inclut bien sûr, comme ça a été dit précédemment, des aspects aménagement du territoire. Sur le plan technologique, ce qui est certain, c'est que l'électrification dans laquelle on s'est engagé, en tout cas pour un zéro émission au plan local, parce que là aussi, il faut raison garder, hein, il y a des électrifications qui peuvent coûter cher sur le plan environnemental, on oublie parce que c'est l'impact sur les matières premières, c'est l'impact sur autre chose, donc il faut il faut pas se laisser aller finalement et être très pragmatique sur le sujet, mais en tout cas, l'électrification et le zéro émission, c'est une tendance forte au niveau des zones urbaines. Trouver le juste vecteur de transport est aussi une évolution. Et encore une fois, après, ces approches systémiques qui permettent d'optimiser finalement tous les déplacements de matière ou de personnes, encore une fois, en essayant de minimiser l'impact, c'est des choses aujourd'hui qui voient le jour. On a de plus en plus de systèmes connectés. On a des systèmes d'auto-apprentissage. Aujourd'hui, on a une électronique au service des chauffeurs pour leur permettre d'évaluer leur impact environnemental à chaque émission. Donc voilà, il y a vraiment une technicité qui s'est renforcée pour atteindre cet objectif, encore une fois, d'une empreinte carbone et d'une empreinte environnementale la plus faible possible, tout en rendant le service aux usagers. Vous travaillez, vous, chez Acta Group, sur quel type de projet? On est en train de se dire que pour décarboner le centre-ville, on pense la logistique urbaine. Vous la pensez comment aujourd'hui, concrètement? En tout cas, oui, dans nos travaux, très concrètement, par exemple, nous avons démarré il y a 2 ans une ligne produit sur tout ce qui est micromobilité. Donc nous sommes aujourd'hui un équipementier majeur. Et nous devenons un équipementier majeur sur toute l'électrification des vélos cargo, toute l'électronique embarquée des vélos cargo, y compris la sécurisation de ces déplacements, parce que l'un des problèmes dans la ville aujourd'hui, c'est que vous avez plusieurs types de vecteurs. Il y a beaucoup d'accidents avec les 2 roues, donc c'est très important d'avoir des aménagements adaptés. Mais aussi, on peut technologiquement trouver des solutions pour protéger les personnes qui utilisent ce genre de véhicules. Donc, Actia très typiquement travaille sur les batteries, les moteurs et toute l'électronique embarquée et les gestions de flotte associées à ces nouveaux vecteurs de mobilité que sont la micromobilité. Entendez par là le vélo, le tricycle cargo, le 2 roues cargo, le tricycle cargo et de nouveaux quadricycles qui sont en train d'apparaître. Il y a énormément d'innovations aujourd'hui pour avoir des vecteurs de transport vraiment qui soient le plus adaptés possible à des transports de charge et consommer le moins sur le plan énergétique. Donc ça, c'est un des axes de travail. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est l'électronique embarquée pour les véhicules plus autonomes, donc des calculateurs de plus en plus puissants qui embarquent l'intelligence artificielle. Nous sommes très présents là-dessus. Associé à ça, comme ce sont des véhicules connectés,
D'une part, la cybersécurité, parce que c'est un point très important. Il n'est pas du tout de mettre des véhicules connectés sur les routes, ou sur les chemins. C'est important d'assurer leur cybersécurité. Et ce sont des attaques de plus en plus fréquentes. Il y a un niveau de technicité qui évolue là-dessus. Associer à la connectivité tous les services. Donc on a un pôle service pour pouvoir proposer de la gestion de flotte à travers ces outils-là. Donc pour Akia, au total, si vous voulez, toute la partie digitalisation, services connectés et électronique embarquée, y compris l'électrification de la micromobilité légère, ça constitue une part très importante à la fois de l'innovation et d'un chiffre d'affaires qui est en train encore une fois, de se développer, de par cette volonté, encore une fois, d'avoir une logistique. Alors quand je dis encore une fois logistique, c'est à la fois des matières et des personnes de plus en plus efficientes. Donc c'est un enjeu majeur pour toutes les villes, puisque la population humaine, urbaine continue à se développer. Et donc l'efficience dans les villes est quelque chose de majeur, tout en permettant la liberté de déplacement, qui est une des libertés fondamentales auxquelles nous sommes tous attachés. Vous avez parlé, Monsieur Pech, je fais vite parce que j'ai vu que dans 10 minutes, nous n'aurions plus de connexion. Donc j'enchaîne et je vais vous faire réagir, Monsieur Delaval. Concrètement, vous parlez de flux de personnes et de flux de marchandises. Vous ne réfléchissez pas en silo, c'est-à-dire vous ne mettez pas d'un côté les marchandises, vous ne mettez pas d'un autre côté les personnes. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'un jour on pourra transporter dans les métros des personnes la journée et des colis la nuit? Et quand on voit le coût des infrastructures, il est certain que cette idée doit traverser la tête de nombreux responsables. Après, sur le plan organisationnel, c'est pas simple. Mais effectivement, le coût des infrastructures de transport public est quand même majeur et il est dommage de ne pas pouvoir la mutualiser sur d'autres applications. Alors, ce n'est pas toujours possible parce que ça n'a pas toujours été pensé pour, mais je reste persuadé que dans l'avenir, avec le souci que nous avons d'avoir une efficience, et j'inclus là-dessus bien sûr la dimension environnementale, forcément nous essaierons de valoriser au mieux l'ensemble des infrastructures et aménagements que nous créons ou que nous avons. Et je pense qu'effectivement, comme ça a été dit, il y a beaucoup de synergie entre les enjeux de transport de personnes et de transport de marchandises. Jusqu'à présent, en termes d'organisation, c'est assez séparé, mais on peut imaginer, et d'ailleurs il y a des expérimentations en cours pour justement utiliser le métro ou des infrastructures souterraines pour transporter des marchandises et pas seulement des personnes. Donc, je suis persuadé que ça sera une tendance, encore une fois, par un souci de rationalisation. Ensuite, sur le plan électronique, si vous voulez, que ce soit du transport de personnes ou de marchandises, l'électronique est quelque part, j'allais dire, la même, pas les applicatifs. Bon, il y a bien sûr des choses très différentes qui se greffent dessus, mais l'électronique embarquée est la même. Monsieur Delaval, sur cette question, alors aujourd'hui on sait que c'est compliqué, mais est-ce que c'est une solution que la Poste envisage? Je reviens sur mon idée de mutualiser, si j'ose dire, ou en tout cas de se servir des métros, des tramways, comme aussi des vecteurs, des transporteurs de marchandises, ou c'est compliqué pour vous? Alors, aujourd'hui c'est compliqué, on le sait. Aujourd'hui c'est compliqué, pourquoi? Parce que les infrastructures n'ont pas été établies, définies pour être polyvalentes. Ça, c'est certes, ça c'est une première chose. Ça peut être une piste quand même? Mais on n'abandonne pas cette piste-là. En fait, il faut peut-être renverser le modèle de pensée. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire on va construire des infrastructures pour tout faire, il faut peut-être penser différemment et se dire les infrastructures, elles sont existantes. Reconstruire des infrastructures est extrêmement coûteux. Plutôt réfléchissons à adapter, certainement, et aussi adapter les moyens de la mobilité de la marchandise et des personnes par rapport aux infrastructures existantes. Je pense que c'est une sorte de combinaison qu'il faut essayer de trouver. Pour l'instant, quand on essaie d'insérer de la marchandise dans le flux de voyageurs, c'est pas possible. Mais de la même façon, on ne peut pas insérer de flux de voyageurs dans la marchandise. Donc, il faut essayer de trouver, une sorte de convergence. Le deuxième aspect qui me semble aussi qu'il faut regarder, c'est que l'aspect réglementaire de la mobilité des personnes, c'est un secteur réglementaire. La mobilité des marchandises, c'est 24. Excusez-moi, on ne transporte pas de l'armement, des cartons, des colis, du biologique, du frais, du froid, du congelé, de la même façon que vous transportez des personnes. Et la réglementation est différente. Donc vous voyez, il y a
je dirais, une combinaison un petit peu complexe à mettre en œuvre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il y a un autre point qui m'importe, c'est que l'infrastructure est une chose, mais en fait, la ville en est une autre. Et la ville, aujourd'hui, n'est pas adaptée à la mobilité, à la combinaison des deux. Je vais donner juste un exemple. Vous prenez une station de tram. Je ne prends même pas une station de métro, hein, je prends une station de tram. Lorsque le train s'arrête, les personnes sortent et rentrent à peu près en 1 minute de temps du tram. De la marchandise, il faut 3 à 4 minutes. C'est normal, ce n'est pas tout à fait les mêmes poids. Et puis après, une fois que vous avez à transporter votre marchandise de la station de tram jusqu'au commerçant d'à côté, il y a 5 ou 6 trottoirs. Et là, ça ne marche pas. Excusez-moi, on a exactement le même problème pour la mobilité des personnes handicapées. C'est exactement il faut adapter la ville. Donc c'est un vrai travail de réflexion sur comment les infrastructures peuvent être adaptées. Alors c'est une transition à mettre en œuvre. Et puis il y a d'autres points qui sont aussi de l'acceptabilité sociétale. Hein. Est-ce que les gens acceptent de voyager avec de la marchandise ? Excusez-moi, je pose la question parce que vous pourrait faire un sondage, mais vous on n'a pas le temps. Caretta, c'est un drone roulant. Vous avez des réactions qui sont très positives, et puis vous avez des réactions de rejet. C'est la même chose que dans une infrastructure de transport public. Donc voilà, il faut aussi que les pensées évoluent au travers de, entre guillemets, l'expérimentation et le test et puis l'accoutumance. Alors on va faire réagir nos 2 autres intervenantes qu'on n'a pas encore entendues sur tous ces sujets. Alors déjà, par rapport à tous ces véhicules qu'on pourrait voir demain dans nos villes, peut-être une première réaction de vous deux, mesdames, allez-y. Oui, merci. Moi, je peux aussi réagir sur la question un peu de l'hybridation véhicule-personne, oui, enfin tout à fait, personne c'est marchandise. intéressant, allez-y. C'est vrai que c'est dans ce je reviendrai peut-être sur le programme Interlude et la méthodologie plus tard, mais c'est une des solutions, en tout cas, qu'on propose aux collectivités et aux acteurs économiques des territoires d'avoir une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler un transport public de fret et l'intégration des marchandises dans les tramways, dans les transports par câble, dans les projets nouveaux de transport par câble. Donc on y réfléchit quand dans même. Les bus, on est tous d'accord c'est des sujets sur lesquels il y a eu beaucoup d'expérimentation. Je pense notamment au tram fret, avec un projet qui était presque opérationnel à Saint-Étienne et qui a capoté pour des raisons plutôt de partenaires qui se sont défaits du projet. On a aussi historiquement beaucoup travaillé avec des bus, alors peut-être plus en périurbain qu'en milieu urbain dense, mais on a des exemples de mixité voyageurs-marchandises avec des bus pour desservir des petites communes. Donc et au niveau européen, on a aussi en Allemagne et en Belgique des exemples de tram fret qui fonctionnent bien. Donc c'est une possibilité qui effectivement a ses difficultés. Hein. On pense notamment sur les espaces de stockage en milieu urbain dense, une fois qu'on arrive à l'arrêt du tramway. Il y a aussi le fait du chargement en amont, avoir peut-être un dépôt de tramway qui soit à proximité d'un dépôt de marchandises. Donc on a des difficultés, mais on a aussi des pistes de solutions sur ces sujets. Et le lien aussi, opérateur de transport et autorité organisatrice de la mobilité peut aussi, moi je vois en tout cas dans le GART qui s'implique sur le sujet de la logistique urbaine, une possibilité d'une réflexion partagée aussi au niveau des autorités organisatrices de la mobilité sur ces mutualisations. Ce sont aussi des mutualisations qui peuvent se faire via les espaces logistiques. On pense notamment à l'expérimentation, à l'expérience qui est faite sur les bus, entrepôt-bus de la RATP, qui servent d'entrepôt pour la journée à certains prestataires et qui, la nuit, servent de dépôt pour les bus RATP. Alors c'est peut-être le bon moment de nous rappeler ce qu'est Interlude. Et on vous passera, vous inquiétez pas, la parole ensuite, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Elle aura beaucoup de choses à nous dire et vous verrez beaucoup de choses intéressantes et je prendrai le temps de lui poser les questions. Interlude, on y revient rapidement. Du coup, c'est quoi et qu'est-ce qu'il en ressort? Puisque quand vous allez nous expliquer ce que c'est, on va effectivement, la deuxième question, ce sera oui, mais d'accord, qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, alors Interlude, c'est pour innovation territoriale et logistique urbaine durable. C'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie et qui s'adresse aux collectivités et aux acteurs économiques des territoires pour échanger et mettre en place de manière collective et collaborative des plans d'action pour aller vers une logistique urbaine durable sur les territoires. Donc on a une volonté, on est 3 partenaires principaux sur ce programme,
le CEREMA qui s'adresse auprès des acteurs des collectivités, Logistique Le Carbone qui a pour lui la charge en fait de mobiliser, sensibiliser l'ensemble des filières de la logistique urbaine, donc on en citait 20 tout à l'heure, pour aller concerter et travailler sur ces sujets-là avec les collectivités, et Roseau qui est un partenaire qui gère les financements en C2E. Donc le programme Interlude a d'abord s'est adressé à l'ensemble des collectivités par des prises de rendez-vous pour aller sensibiliser les territoires, donc les techniciens mais aussi les élus, sur les enjeux de traiter dans les politiques publiques des problématiques de la logistique urbaine. On l'a dit tout à l'heure, c'est des problématiques qui sont assez émergentes sur la plupart des territoires, qui sont prises en considération depuis peut-être une quinzaine d'années, alors que sur la mobilité des personnes, c'est quelque chose sur lequel on agit depuis très longtemps. Donc il y a eu cet aspect on a fait 150 rencontres différentes pour aller justement mobiliser, sensibiliser ces collectivités et leur proposer un cadre méthodologique et un appui pour mettre en place des plans d'action concertés sur en faveur d'une logistique urbaine durable sur les territoires. C'est quoi les enjeux du programme Interlude ? Alors les enjeux ou les objectifs, les enjeux, on recouvre en fait, au niveau de chaque territoire, on est là pour accompagner l'ensemble des enjeux de la logistique urbaine, c'est-à-dire les enjeux environnementaux, les enjeux économiques, d'attractivité du territoire, mais aussi de soutenabilité économique des acteurs de la logistique des territoires. On l'a vu tout à l'heure, il y a énormément de sous-traitants. On a aussi des petites entreprises de l'artisanat, du BTP qui font de la logistique urbaine, donc on s'adresse à l'ensemble de ces secteurs, y compris sur des aspects de soutenabilité économique du transport, et également les aspects sociétaux, de congestion urbaine, de bruit, de nuisances, de sécurité routière. Est-ce que parmi ces enjeux, il n'y a pas aussi la connaissance des flux entrants et sortants ? En tout cas, j'ai l'impression que c'est un enjeu important. Alors effectivement, quand on arrive sur un nouveau territoire, ou qu'un nouveau territoire veut s'intéresser aux enjeux, aux problématiques qu'il a en logistique urbaine, la première chose à faire, c'est d'essayer de faire un diagnostic. Diagnostic des flux, diagnostic des acteurs principaux, diagnostic des fonciers disponibles, de la réglementation, de la planification. Effectivement, là, le premier obstacle, un des obstacles en tout cas, va être la disponibilité des données, puisqu'on n'a pas on a une méthodologie d'enquête pour le transport de marchandises en ville, mais qui est très coûteuse, qui est donc très peu réalisée par les territoires. Et donc, on va avoir... et les données, en fait, elles vont exister, mais elles vont être très dispersées par l'ensemble des parties prenantes, des acteurs économiques. Des données qui seront un vrai outil de décision, en fait. L'importance de la donnée, elle est là. C'est qu'elle va pouvoir servir, en tout cas, ce serait bien qu'elle serve à ça. Alors, la donnée, ça sert à mesurer des premiers enjeux et aussi à se donner des objectifs, se fixer un cadre, oui, et de pouvoir aussi s'assurer que les solutions qu'on va mettre en place sont les bonnes et qu'elles ont bien les effets escomptés. Donc, une première approche... sans disposer de toutes les données est quand même possible. On a des bases de données, on a maintenant des capacités de modélisation des flux de marchandises à l'échelle d'un territoire qui ont été développées suite à des enquêtes justement de transport de marchandises en ville, qui permettent, à partir des activités présentes sur le territoire, d'estimer les différents mouvements, les modalités de livraison de ces différents secteurs. Alors, je vais vous passer effectivement la parole. Je précise que Jean-Louis Pech, vous êtes avec nous, on s'est reconnecté, donc n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez et à ajouter des choses. Pareil pour vous, hein, messieurs, dames, n'hésitez pas à intervenir. Élodie Noriga, elle est là parce qu'on se posait la question de savoir comment les architectes, les urbanistes que vous êtes, intègrent cette notion de logistique urbaine. D'abord, est-ce que vous l'intégrez ? Est-ce que c'est une notion qui a infusé dans votre métier ? C'est une notion qui infuse bien sûr dans notre métier, notamment en tant qu'urbaniste, parce qu'en fait on va gérer effectivement la question de la ville. Et en tant qu'architecte, elle commence aujourd'hui quelque part à infuser à deux niveaux, mais les architectes arrivent en fin, de dispositif, et ce qui importe, c'est la programmation. Et c'est comment en fait on peut influer en amont et ne pas se retrouver avec des programmes qui sont dénués de ces questions-là. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est plutôt là. Mais je pense que ce travail de logistique urbaine, en fait, aujourd'hui, en tous les cas pour nous, notre métier est à voir à plusieurs échelles. D'abord, il y a la question du maillage territorial.
C'est-à-dire que comment est-ce qu'en fait, en fonction de chaque échelle du territoire et de ce fait, chaque besoin, on arrive à trouver une structuration et construire ce maillage territorial pour arriver à organiser la gestion des flux. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et ensuite, un autre point, enfin, je dirais il y en a même 3, un autre point qui est celui aussi de la question, vous parlez de massification, mais également de mutualisation. Et la mutualisation, elle est spatiale. Elle est comment est-ce qu'on peut intégrer dans plusieurs espaces, en fait, cette dimension de la logistique urbaine, dans des nouveaux espaces, peut-être dans les bâtiments. On parlait tout à l'heure des logements. Pourquoi aujourd'hui, dans les bâtiments neufs, au même titre qu'on a un local vélo, on n'aurait pas un local, en fait, de réception de colis. Et ça, il suffit, tout est facile, hein, que ça soit intégré au PLU, par exemple. Dans les directives des PLU, aujourd'hui, bien sûr, qu'on a un calcul en fonction du nombre de personnes pour un local vélo, on pourra avoir le même sur ce dispositif-là. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut l'anticiper, il faut le penser. Il faut tout à fait anticiper, mais cette question donc de la mutualisation, enfin de la massification, la mutualisation, mais elle se fait par l'espace, mais elle se fait aussi par la temporalité. Et c'est ça qui est important à prendre en compte, ce que un urbaniste, François Hacher, parlait, le chrono-urbanisme, c'est comment en fait les journées elles ont 24 heures, les années elles ont 365 jours, et on a une multitude de bâtiments qui sont sous-exploités aujourd'hui. Dieu sait si la question du foncier est importante dans nos débats aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est à la fois du foncier à construire, et justement pour éviter, parce qu'avec les ZAN, aujourd'hui, la zéro artificialisation nette, la consommation de foncier va devenir de plus en plus complexe. Donc, comment on peut aussi réutiliser, réinvestir, et des fois peut-être, j'allais dire, intégrer la notion de temporaire. Il y a peut-être des bâtiments que peut-être sur 3 mois de l'année, on va pouvoir utiliser pour faire de la logistique, mais peut-être pas sur le reste de l'année. Cette notion de temporalité aussi, parce qu'il va y avoir une massification à un moment, parce qu'il va y avoir des temporalités où il y a plus de flux à gérer que d'autres, mais qui peut être restituée et sur un autre usage. Je repense à ce que nous disait M. Delaval tout à l'heure quand il parlait des drones. Typiquement, les drones, pour les architectes que vous êtes, ça changerait forcément un certain nombre de choses. Déjà, il faudrait peut-être des toits plats, je ne sais pas, pour faire atterrir ces engins. Est-ce que c'est des questions auxquelles vous réfléchissez très concrètement ? La question des drones, non, n'est pas aujourd'hui intégrée dans nos problématiques, mais je dirais qu'on a déjà beaucoup à prendre en compte. Il y avait d'ailleurs une image un jour amusante qui était pas de balcon, pas de livraison. Mais voilà, je pense que ça fait partie de ces questions-là. Et j'ose espérer qu'on mettra des balcons pour autre chose que des livraisons, et notamment pour de l'usage extérieur. Mais en tous les cas, je crois que c'est vraiment cette notion, et enfin, on avait évoqué, hein, moi également en tant que professeur, je fais travailler... Justement, c'est ce que je voulais vous demander. Si on vous a fait venir aussi, c'est parce que, et je le rappelle à tout le monde, vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Comment la jeune génération que vous êtes en train de former regarde ces questions de logistique urbaine? Est-ce que vous leur demandez d'y réfléchir? Je crois savoir que vous les avez fait travailler sur un certain nombre de questions de ce genre-là. Racontez-nous un petit peu cette expérience et comment eux se sont accaparés ou s'accapareront, si ce n'est pas déjà le cas, ces grandes questions. Alors eux, de manière, j'allais dire, basique, ils ne se posent pas la question. Ils sont livrés, ça leur suffit. De manière un peu... Ils ne réfléchissent pas comment, pourquoi. Si en fait on ne vous pose pas la question, aujourd'hui les choses vous arrivent tellement naturellement que vous avez l'impression que c'est magique et qu'il n'y a pas du tout d'infrastructure derrière. Donc l'objectif aussi de l'enseignement est de leur faire prendre conscience. Et en tant que futur architecte et urbaniste, de faire prendre conscience que la ville, c'est une gestion de flux essentielle et qu'il faut se poser la question sur ce niveau-là. Donc effectivement, on avait travaillé à 2 échelles, en fait avec les étudiants. La première sur cette histoire de maillage territorial et de questions de gestion du foncier. Et l'objectif était, comme ça a été montré dans le film, de travailler sur des reliquats urbains, de voir comment en fait, alors là ça a été montré sur des dessous d'infrastructures routières, nous on avait travaillé sur l'occupation de l'intérieur des ronds-points.
vous avez des énormes ronds-points qui finalement figent un foncier dont on peut strictement rien faire et qui par contre sont hyper bien placés pour faire de la logistique parce que souvent ils sont à la sortie des autoroutes. Et le rond-point qui par définition on tourne autour. Et voilà, et puis est un endroit où les flux convergent forcément à un moment ou à un autre. Et vous me disiez quand on a préparé tout ça, le centre d'un rond-point ne sert à rien aujourd'hui. Il n'a pas de fonction autre que d'être un rond-point. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que je ne m'étais jamais posé la question comme ça, mais que depuis, je regarde les ronds-points d'un autre œil et que je me dis que peut-être, effectivement, il y a quelque chose à faire. Alors, on parle des gros ronds-points, évidemment. Donc, dites-nous, c'est intéressant ce qu'en ont pensé vos étudiants et qu'est-ce qui en est ressorti, peut-être ? Non, tout à fait. En fait, ils ont été extrêmement séduits par cette idée. Alors, pour Montpellier, on avait travaillé sur, aujourd'hui, le gros rond-point qu'il y a sur Clapier, qui aujourd'hui est transformé parce que le tramway il passe dessus, mais sur une certaine échelle qui permettait tout à fait, en fait, d'intégrer un bâtiment de logistique urbaine à cette échelle-là. Et l'autre axe sur lequel on avait travaillé également, c'est sur cette notion de mutualisation, qui était, OK, on fait un centre de logistique urbaine, mais est-ce que, comme on se situe aussi en périphérie, comme on se situe, en fait, en tous les cas, différentes, alors on avait travaillé sur, plus on était loin, plus le bâtiment était gros et on revenait sur des échelles plus petites, mais aussi de mutualiser ça avec un pôle multimodal, en fait, qui permettait de se dire que de toutes les façons, les mouvements pendulaires jusqu'à un pôle multimodal étaient aujourd'hui existants. Et comment finalement les gens qui venaient poser leur voiture, prenaient un tramway pour aller au centre-ville, quand ils repartaient avec leur voiture. Et comment eux-mêmes pouvaient être des vecteurs de livraison. C'est-à-dire qu'en mutualisant ça, on pouvait aussi s'appuyer sur un peu à la Blablacar. Et ça, je pense que c'est la nouvelle génération, parce qu'ils pensent aussi mutualisation comme ça. C'est eux qui ont trouvé cette idée de se dire, on peut s'appuyer sur l'individu aussi, comme un vecteur de livraison. Alors pas pour faire du porte-à-porte, mais retrouver après d'autres espaces. Et ça, c'était une idée qui était ressortie et qui était aussi assez intéressante. Et le troisième point, si je me permets, c'est celui... Vous en avez parlé au niveau de vos petits robots, de l'acceptabilité, mais l'acceptabilité des bâtiments eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme l'industrie. Tout le monde veut réindustrialiser la France, mais personne ne veut d'industrie à côté de chez lui. Et comment on peut, parce que c'est notre travail aussi en tant qu'architecte, de rendre ces bâtiments acceptables, voire désirables, et comment un travail architectural peut être fait à la fois dans la question de l'insertion urbaine, de l'image que ça donne, mais aussi en tant qu'espace de travail. Moi, je sais qu'en tant qu'architecte, on a beaucoup travaillé à l'agence sur des centres techniques où, pour un centre technique, c'est une boîte avec des camions et puis basta. Et on oublie qu'il y a des gens quand même qui y sont toute la journée, qui travaillent dedans. Et que notre rôle en tant qu'architecte est aussi de rendre ces lieux fonctionnels, parce que ça, c'est le minimum, mais avec un usage agréable et d'avoir des lieux de convivialité, où la lumière, où ces questions en fait de bien-être au travail doivent être aussi prises en compte dans ces espaces. Et ça, c'est pleinement notre travail également en tant qu'architecte. Alors, on me fait signe, on me dit il faut couper, on est arrivé au bout, mais moi j'ai encore plein de choses à leur demander. Donc j'ai une requête pour les organisateurs d'Eurosud Team. L'année prochaine, on fait une journée, s'il vous plaît, sur la logistique urbaine. Une matinée, ça ne va pas suffire. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. On va remercier Monsieur Pech d'être resté avec nous, à distance, mais avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous trois, Monsieur Delaval, Madame de Solaire et Madame Nouriga. Vous restez évidemment avec nous. On pourra continuer à échanger de manière plus informelle dans un second temps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient, à mon avis, très intéressantes. Je vous libère. Merci beaucoup.